plus de 4 milliards de francs CFA pour les agriculteurs du Mali. L'État débloque cette somme pour les accompagner dans l'acquisition de 225 tracteurs afin d'améliorer les conditions de production et favoriser un meilleur rendement. La remise officielle, c'était à Samanko, dans la commune du Mandé, par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Démarrage ce 20 juin des examens de fin d'année scolaire 2021-2022. Les épreuves écrites du certificat d'aptitude pédagogique CAP donnent le top départ pour les 23 434 candidats inscrits et répartis entre les 76 centres du pays. Fademba Keïta était au lycée technique où Madame le ministre de l'Éducation nationale était de passage. Pèlerinage 2022, nos futurs Elhaj et Adja en de bonnes mains, c'est ce qu'allait savoir Boubacar Babli Touré en faisant un tour à la maison du Hadj et dans certaines agences de voyage. Constat, tout est sous contrôle pour que les pèlerins puissent réussir leur voyage sur les lieux saints de l'islam. Nous allons rendre hommage ce soir dans Focus Santé à toute la chaîne qui s'occupe des malades de la drépanocytose. La maladie est transmise à l'enfant par les deux parents. Au Mali, plus de 5000 cas sont déclarés chaque année. Quels sont les risques de transmission? Quelle prise en charge pour les malades? Ou encore, peut-on en guérir? Barakissa Ouattara nous répondra en fin de journal. Bonsoir à tous, nous sommes lundi 20 juin, bienvenue aux informations. Bonsoir Ibrahima Traoré. Bonsoir Nyanya Traoré. Avec vous, la lecture d'un décret présidentiel qui vient de nous parvenir à la rédaction. Tout à fait, décret numéro 20-22-03-62, PTRM du 20 juin 2022, déclarant un deuil national. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 20-22-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète, article 1er, un deuil national de 3 jours à compter du mardi 21 juin 2022 à 0h est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes des attaques terroristes perpétrées dans la nuit du samedi 18 juin 2022 dans les localités de Djalassagou, Djanweli, Deguessagou et environ dans le cercle de Bankas. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 20 juin 2022, signé le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta Nyanya Traoré. La lecture du communiqué du gouvernement qui annonce ces attaques avec vous également, Ibrahima Traoré. Tout à fait. Le gouvernement de la République du Mali a le profond regret d'informer que les paisibles populations des villages de Djalassagou, Djanweli, Deguessagou et environ dans le cercle de Bankas ont fait l'objet d'attaques terroristes lâches et barbares dans la nuit du 18 au 19 juin 2022. Le bilan cumulé fait état de 132 civils froidement tués par les combattants de la Katiba du Massina, de Amadou Koufa, dont plusieurs parmi les auteurs ont été formellement identifiés. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente les condoléances les plus émues de la nation aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement condamne avec la dernière rigueur les attaques et exactions perpétrées contre les paisibles populations et rassure que toutes les dispositions seront prises pour rechercher et traduire les auteurs de ces actes criminels devant la justice. Le gouvernement appelle à la communion des cœurs et des esprits des Maliens face à cette épreuve et réitère que la sécurité et la protection des personnes et leurs biens reste sa priorité absolue. En conséquence, les vaillantes forces de défense et de sécurité en première ligne dans la lutte contre le terrorisme continueront avec détermination la dynamique de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui en veillant au respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Que Dieu bénisse le Mali, signé donc le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Et puis, Nyanya Traoré, ces images qui viennent juste de nous parvenir, le déplacement du gouverneur de la région de Bandiagara
au chevet donc des populations. Eh bien, le gouverneur est allé reconforter et réitérer le soutien des plus hautes autorités aux populations. Il a profité de cette occasion pour présenter aux familles endeuillées les condoléances de la nation avant de rassurer que ces crimes ne resteront pas impunis. C'est ce qu'on a vu donc en image. Et je suppose, Ibrahima Traoré, que ces attaques ont suscité plusieurs réactions de condamnation. Absolument. D'abord, le président du Conseil national de transition et l'ensemble des membres du CNT qui ont appris avec consternation et stupéfaction l'attaque sauvage et barbare perpétrée contre les populations des villages de Djalassagou, Djanweli, Dégué et Sagou et environ dans le cercle de Bankas. Dans la nuit du 18 au 19 juin 2022, le Conseil national de transition condamne avec vigueur et fermeté cette attaque sanglante qui a occasionné la mort de plus d'une centaine de personnes et fait de nombreux blessés. Le Conseil national de transition présente ses condoléances les plus attristées à la nation malienne, à l'ensemble des familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Face à ce crime odieux que rien ne justifie, le CNT réaffirme sa solidarité et son soutien au gouvernement de transition dans ses efforts inlassables en faveur de la cohésion nationale, de la stabilité du pays et de la sécurité des personnes et de leurs biens. Le Conseil national de transition invite les populations à la sérénité et à rester mobilisées derrière les autorités et les forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun sacrifice dans l'accomplissement de leur noble mission au service de la mère patrie. Le Conseil national de transition exhorte le gouvernement à tout mettre en œuvre pour identifier tous les auteurs et complices de ces massacres horribles en vue de les traduire devant les juridictions compétentes. Et puis, l'Union pour la République et la démocratie, le pôle politique du consensus, l'ADP Maliba, le Rassemblement pour le Mali, l'Union pour la démocratie et le développement, l'ADEMA-PASJ, le parti Barika, l'Union des jeunes musulmans du Mali, Maliens tout court, Mouvement pour la solidarité et le développement, le Conseil général de la tribu Kel Ansar de Tombouctou, tous condamnent fermement ces attaques ignobles, présentent leurs condoléances aux familles endeuillées et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Tous réitèrent également leur soutien et exhortent les femmes à poursuivre leur montée en puissance pour traquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Voilà, Nyanya Alou Traoré, ce qu'on pouvait retenir comme réaction suite donc à ces attaques. Merci Ibrahima Traoré. Je vous amène à présent à Samanko, dans la commune du Mandé, où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a remis 225 tracteurs aux agriculteurs pour améliorer les conditions de production et favoriser un meilleur rendement. Plus de 4 milliards de francs CFA, soit 50% du montant global débloqué par l'État pour cette opération en guise d'accompagnement. Oui, pour le colonel Assimi Goïta, cette aide vise l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire permettre à tous les Maliens d'avoir à boire et à manger et à tout moment. Serra Bachili est notre envoyé spécial. Le soutien d'un chef d'État à un peuple en quête de souveraineté alimentaire. Le colonel Assimi Goïta vient, dans le mandat fort de ses 25 villages, concrétiser la vision de modernisation de l'agriculture au Mali. Une voie déjà tracée, mais qui s'agrandit avec ses 225 nouveaux tracteurs. De quoi rassurer les producteurs pour bien démarrer la campagne agricole. Les tracteurs subventionnés vont contribuer énormément à augmenter la production et la productivité. Ces productions se feront autant pour les humains que pour les animaux, parce qu'avec le développement des cultures fourragères et un certain matériel attelé, nous pouvons aussi nourrir notre cheptel. Les producteurs agricoles du Mali tiennent aussi à remercier les deux sociétés, Toguna et Mali Tracteur, pour avoir fourni des tracteurs de bonne qualité, mais aussi pour la disponibilité des tracteurs neufs en toute période de l'année.
Remise symbolique à 3 producteurs dont une femme, Mme Aïdara Oumousso de Djoro. Un geste qui garantit plusieurs années de production avec l'objectif de booster les rendements. L'État a déboursé plus de 4 milliards 108 millions de francs CFA, soit les 50% du montant de ces tracteurs. Les 50 autres seront assurés par les producteurs avec un préfinancement remboursable des banques. Le présent programme permettra de renforcer la mécanisation de notre agriculture et de susciter progressivement la mutation des exploitations agricoles familiales en entreprises agricoles orientées vers le marché où les surplus de production seront écoulés. Cette mutation reste un puissant moyen de lutte contre la pauvreté et le chômage dans le monde rural. Par ailleurs, les services après-vente y afférents, notamment ceux relatifs au dépannage et réparation de proximité des matériels dans les grands bassins de proximité et de production, constituent une haute opportunité d'emploi pour les jeunes ruraux. Le Mali, favorisé avec ses 46 millions d'hectares de terre, dont 12,5 millions propices à l'agriculture, a un fort potentiel pour la sécurité alimentaire. Et l'option qui mène à cela est bien la mécanisation du secteur agricole. Une conviction rappelée par le président de la transition. Mais avant tout propos, le colonel Assimi Goïta rend hommage aux victimes de Djalassagou dans la région de Badiangara. Nous nous inclinons devant la mémoire de nos populations qui ont été victimes de l'attaque barbare survenu dans la commune de Djalassagou. Nous promettons que cet acte barbare inqualifiable ne restera pas impuni. La remise de ces 225 tracteurs entre dans le cadre de subventions à hauteur de 50% des matériels agricoles et équipements par l'État. Cela vise à atteindre 2 objectifs. Et primo, pousser la mécanisation du secteur agricole, aussi assurer l'autosuffisance alimentaire. Et ces différentes actions viennent s'ajouter à d'autres efforts déjà consentis par le gouvernement, notamment la subvention des intrants. Et toutes ces opérations ont pour état final recherché d'assurer notre souveraineté alimentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État du Mali a cette capacité. Et quand vous regardez la production agricole 2021, qui est d'ordre de 9 millions de tonnes, et la consommation du Mali est de 4 millions de tonnes, donc il n'est pas acceptable que le Mali soit confronté au problème d'approvisionnement. Raison pour laquelle nous allons instruire le gouvernement d'élaborer une nouvelle stratégie pour que nous puissions non seulement maîtriser notre consommation, aussi maîtriser notre stock de sécurité, aussi maîtriser les exportations. Et aussi, je tiens à lancer un appel aux heureux bénéficiaires de faire un bon usage de ces équipements, aussi de s'acquitter de leur quote-part pour que d'autres aussi puissent en bénéficier. Ces producteurs qui pèsent dans l'économie d'un pays, l'autre aile de la croissance économique, l'agriculture est une réponse structurelle à la crise des produits de première consommation, notamment des céréales, et de mettre les populations à l'abri des soubresauts des marchés internationaux, surtout par ces temps qui courent. Toujours à Samanko, dans la commune du Mandé, voyons qui sont les récipiendaires de 225 tracteurs subventionnés par l'État. Parmi eux figurent aussi bien des femmes que des jeunes qui se disent très heureux de cette action du gouvernement. Selon eux, ceci va leur permettre non seulement de multiplier les surfaces cultivables, mais aussi d'apporter leur aide aux autres cultivateurs. Les représentants des communes du Mandé, hôtes de la cérémonie, ont saisi cette occasion pour apporter tout leur soutien aux autorités de la transition. Modibo Mariko est notre envoyé spécial. Pour permettre à notre pays d'avoir sa souveraineté alimentaire, les autorités ont fait de la mécanisation de l'agriculture leur cheval de bataille. Ce processus de mécanisation entamé depuis des années a franchi ses jours et un nouveau palier avec la remise par le président de la transition des tracteurs flambant neufs. Des tracteurs made in Mali subventionnés à hauteur de 50% et qui vont booster la production et la productivité agricole au Mali. Nous, on est très contents et très fiers de notre président, parce que le monde rural aujourd'hui doit être soutenu. Donc tout acte qui rentre dans le cadre du développement de l'agriculture au Mali est un acte salutaire. Je dis simplement à nos populations vraiment de soutenir cette transition qui est en train d'œuvrer nuit et jour pour le bien-être du peuple malien. Nous souhaitons à ce qu'il y ait un bon pluviométrie dans ce pays-là et que bon vent comme à la transition.
Donc ce tracteur-là va nous aider. Parce qu'un tracteur est comme 100 personnes. Nous allons quand même sensibiliser, informer les jeunes, les encourager sur l'agriculture. Sur plus de 2000 dossiers déposés auprès du programme de subvention des équipements agricoles, 225 ont été sélectionnés, parmi lesquels c'est des jeunes et des femmes. D'un hectare en 2009, Aïdara Oumousso de Djoro, une des bénéficiaires de ces tracteurs, cultive près de 72 hectares aujourd'hui. Une surface qu'elle compte augmenter avec sa toute nouvelle machine agricole. Je suis très contente. Ça nous permet de bien travailler au champ. Avec ce tracteur-là, avec la rapidité, maintenant on est dans les conditions, maintenant on va envoyer jusqu'à 8. Je les remercie infiniment, ils n'ont qu'à continuer avec les intrants aussi. Le tracteur seul ne peut pas faire le travail, il faut les intrants pour travailler. On va lutter pour l'autosuffisance, la sécurité alimentaire pour un Mali courant. Des femmes, mais aussi des jeunes parmi les bénéficiaires. Mamadou Diallo, un jeune technicien d'agriculture qui, après le bac, a opté pour les centres d'apprentissage agricole de Kaï-Samé. L'acquisition de ces tracteurs va non seulement lui permettre de participer à sa façon au développement de son pays, mais aussi de répondre à l'appel du président de la transition à l'endroit de la jeunesse du Mali. Je suis très satisfait d'avoir les tracteurs. J'appelle les jeunes, tous les jeunes maliens vraiment venir faire l'agriculture. Quand on fait l'agriculture, ça va nous apporter vraiment l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire. Parmi aussi les bénéficiaires, Moriba Bagayo, un paysan pilote de la commune de Nyaganina, cercle de Kati. Pour Moriba, l'acquisition de ces tracteurs est une véritable opportunité pour dépasser les 40 tonnes à l'hectare qu'il a l'habitude de faire les années précédentes. Machine ko cogo min ne comme ayo an deme wala cogo min na suspension na ya an deme batterie ko ifin latin ka an deme engrais ko ifin latin a ke charo ala fe ka lamsi de bay ka ke charo ala fe no ko abisi ka ke jamana yi. Le Mali a fait le pari du développement rural tout au long de son évolution. Un pari à portée de main quand on sait que notre pays dispose de plus de 12 millions de terres agricoles, dont plus d'1 million pour le seul office du Niger. Avec une population jeune et cette nouvelle politique de mécanisation en cours, l'avenir de notre pays s'annonce sous de bons auspices. Oui, Modibo Mariko, restons dans le monde rural, direction Kolongo, dans la zone de Kemassina, région de Ségou. Sur place, le ministre du Développement rural a procédé à l'inauguration du projet de réhabilitation de ces 700 hectares. 700 hectares entièrement financés par l'État à travers l'Office du Niger pour près de 2 milliards de francs CFA. Ramata Konaté nous explique que la mise en eau de ces superficies à Kolongo permettra de faciliter l'irrigation des champs et accroître la fertilité des sols pour augmenter le rendement des champs. Correspondance. 700 hectares est réhabilité pour augmenter le rendement dans la zone de production de Kolongo. L'Office du Niger injecte dans ses travaux plus d'1,7 milliard de francs CFA dans le cadre du contrat plan État Office du Niger exploitant agricole. Il y a un canal ici qu'on appelle le canal de Kokri parcitaire 1. Là, on a 700 hectares qui étaient là depuis les années 85. Il n'y a pas eu d'aménagement. Mais il fallait passer à une réhabilitation totale. C'est dans ce cadre qu'on a mené ces travaux. Ce périmètre était devenu un périmètre à problème parce que là, on ne pouvait plus drainer les eaux. Et ça faisait beaucoup de dégrèvement. Au bout du jour, les paysans étaient revenus à un peu moins de 2 tonnes de riz à l'hectare. Mais aujourd'hui, on va atteindre les 6 tonnes à l'hectare. Comme on le fait d'habitude à l'Office du Niger. Ce projet de réhabilitation de 700 hectares du casier de Kokri dans la zone de production de Kolongo, cercle de Massina, vient en renfort à l'accroissement de la productivité. Ces périmètres occuperaient 256 exploitants agricoles, entièrement financés par le budget national. C'est pour cette raison que je profite de ce micro pour remercier les hautes autorités, notamment le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le premier ministre, Choguel Kokala Maïga, qui ne ménagent aucun effort pour appuyer le monde rural. Et je remercie aussi le PDG de l'Office du Niger pour cette initiative. Parce qu'il n'a pas voulu se mettre lui-même dans le contrôle, il a préféré choisir un bureau de contrôle externe
pour que le travail qui va être fait puisse être un travail durable. Je remercie aussi les forces armées sans lesquelles on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Ce que je demanderais aux producteurs, en tout cas l'État a fait ce qu'il doit faire. Et il a aménagé de nouvelles terres, il a réhabilité des anciennes terres. C'est pour que les paysans puissent se serrer la ceinture, produire davantage. Nous avons décidé de faire ce genre de déplacement très fréquemment, d'être au plus près des populations, comprendre leurs conditions de vie auprès d'elles-mêmes, échanger avec elles et prendre en charge les questions liées à l'insécurité alimentaire. Cette année, globalement, la zone office du Niger, j'allais dire, le commissariat à la sécurité alimentaire va intervenir avec près de 4000 tonnes de céréales en termes de distribution alimentaire garantie pour les 3 mois de la période de soudure, à savoir les mois de juillet, août, septembre. Le délégué général des exploitants agricoles, Samba Mahamaniatara, a salué l'investissement de l'Office du Niger et la montée en puissance de notre armée et insisté sur l'appui de l'État aux producteurs en termes de sécurité, d'engrais et d'assistance alimentaire. Retour à Bamako pour vous signaler cette audience accordée aux représentants de la communauté Mianka. Le compte-rendu de Aoulusseïnou Touré, probablement dans ce journal. La fin ce lundi de la 2e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel. 16 recommandations ont été rédigées au terme de 2 semaines de conclave. Des recommandations dédiées à la conception du recueil annuel 2022 des attentes, besoins et problèmes de la société civile. Le reportage est signé Salimata Dao Tchedje Kamara. Du 6 au 20 juin courant, le Conseil économique, social et culturel a étudié et analysé les préoccupations des Maliens d'ici et d'ailleurs. L'objectif est de produire un document appelé « Recueil annuel des attentes, besoins et problèmes de la société civile ». Celui de 2022 vient d'être finalisé. La 2e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil qui a statué sur le document a pris fin par des recommandations. Renforcer la réglementation portant création de zones d'orpaillage et veiller à son application correcte. Restaurer l'habitat naturel de la faune sauvage. Vulgariser l'utilisation des énergies renouvelables. Encourager et soutenir la création de petites et moyennes entreprises et ou industries de transformation et de conservation des produits locaux, lait, fruits, poissons, légumes, teintures, tissages, matériaux de construction, etc. Au total, 16 recommandations sont issues de cette session. Le Conseil entend relever certains défis pour améliorer la méthode d'élaboration du recueil. L'un des grands défis dans le processus d'élaboration et de transmission du dit recueil demeure sans nul doute l'épineuse question des suivis. Les populations à la base demandent très souvent la suite est réservée aux exercices précédents. À cet effet, il me paraît impératif, sans pour autant entretenir un débat juridique, de trouver une alternative afin d'assurer ces feedbacks auprès des populations qui nous accueillent chaque année. Selon le président de l'institution, de nouvelles réformes s'imposent au Conseil pour sa bonne marche. À ceci s'ajoutent d'autres réformes majeures qui permettront à coup sûr de hisser le Conseil économique, social et culturel au rang qui est le sien dans les landerneaux institutionnels. Il s'agit en l'occurrence du délai de nos sessions relativement court, ainsi que le traitement des membres du Conseil en termes d'émoluments. À l'entame de la cérémonie de clôture, 1 minute de silence a été observée pour tous les Maliens qui ont perdu la vie en cette période de crise. Le Conseil économique, social et culturel a rendu cet hommage et félicité les femmes. Pèlerinage 2022. La commission du culte du CNT à la maison du Hadj. Objectif, s'enquérir de l'organisation du départ pour la filière gouvernementale. Satisfaction du président de la commission malgré quelques difficultés constatées par exemple dans l'établissement des passeports. Mohamed Kentao Taeb Adjawakoui. Par cette visite, le président de la commission de l'administration territoriale, de la décentralisation, du culte et de la réconciliation nationale de CNT, à la tête d'une forte délégation, entend constater de visu les derniers réglages avant le départ des futurs pèlerins pour les lieux saints de l'islam. Sur l'instruction du président du CNT, le colonel Maliki Diaw, il nous a instruit de venir voir la maison de Hajj.
l'état de nos pèlerins qui sont appelés à faire le pèlerinage sur les lieux saints de l'islam, à s'enquérir des conditions de travail. La délégation du CNT a visité une quinzaine de bureaux et d'installations. Ici, le système électronique appelé e-Hajj sur le traitement des passeports et des visas a aussi retenu l'attention des visiteurs du jour. C'est un système de bancarisation à travers lequel les prestataires au Mali, à travers le monde aussi, ils peuvent transférer leurs fonds dans un compte créé par les royaumes d'Arabie Saoudite à chaque organisateur. Malgré tous ces dispositifs mis en place, quelques détails échappent à la vigilance des organisateurs. Bon, ça se passe très mal, vraiment, sans vous mentir. Une mauvaise organisation au sein du comité. Parce que depuis 6 h du matin, les gens sont là, on n'arrive pas à avoir l'accès à la salle pour pouvoir se vacciner. Je leur dis de s'adresser à l'organisation pour leur faire part que vraiment les gens souffrent dehors ici. Cette année, on peut dire alhamdulillah, ce que nous avons constaté et c'est que les témoignages nous ont vraiment signifié qu'il n'y a pas eu beaucoup de difficultés majeures, quelques petites difficultés par rapport aux informations et à la diffusion de l'information à temps, à l'arrivée des pèlerins à temps. Et souvent, certains ne sont pas au rendez-vous alors qu'ils sont déjà programmés pour aller. Il y a d'autres aussi qui ont eu des petits soucis par rapport à l'établissement de leur passeport. Les capacités d'accueil de la maison du Hajj étant limitées, le président de la commission s'engage à plaider auprès des plus hautes autorités pour que de nouveaux locaux soient construits sur le site déjà identifié. Voyons maintenant, à quelques jours justement du départ pour les lieux saints de l'islam, comment nos futurs El Hadj et Hadja sont traités. C'est ce qu'allait savoir Boubacar Babli Touré en faisant un tour à la maison du Hadj et dans certaines agences de voyage. Tout est sous contrôle, nous informe-t-il, pour que les pèlerins puissent réussir leur Hadj 2022. Reportage. Après le report du Hajj pendant 2 années consécutives, les autorités saoudiennes ont décidé d'accueillir cette année les pèlerins. Une décision qui a été bien accueillie par les fidèles musulmans prêts à accomplir le 5e pilier de l'islam. Et depuis, la direction générale de la maison du Hajj, structure en charge de l'organisation du pèlerinage, est en plein dans les préparatifs. Les préparatifs quand même, ça va, Dieu merci, parce qu'on a anticipé certains aspects. Au jour d'aujourd'hui, pour la formation, pour les visites médicales, les formalités administratives, c'est presque fini. Il reste seulement la programmation de vol. Le départ est prévu vers le 2021. Les pèlerins vont être au courant. Malgré le temps qui presse, les agences de voyage qui constituent la filière privée ont pu tirer leur épingle du jeu. Le vœu même de l'Arabie Saoudite, digitaliser, travailler totalement sur le système. Donc, nous avons préféré aller vers cette démarche-là. Au jour d'aujourd'hui, il y a des agents de voyage qui ont déjà fini, qui ont eu les visas pour les pèlerins et qui s'apprêtent à partir bientôt. Pour corroborer ces propos, nous nous sommes rendus dans certaines agences de la place. Ce n'est qu'en fin mai seulement qu'on a reçu les conditions. On nous a dit que le Hajj va se faire, mais on a reçu les conditions très tardivement. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui tous les préparatifs sont en cours. Nous sommes vraiment prêts pour le départ. Nous sommes en phase terminale avec les préparatifs, puisque après avoir émis les contrats des hôtels, y compris à la Mecque, à Médine et à la Mecque, et aussi on a ficelé aussi les contrats avec les avionneurs qui doivent nous transporter. Donc tous ceux-ci ont été bouclés. Et je crois que tout est fin prêt pour le départ de nos pèlerins, Inch'Allah. Si dans ces agences tout est fin prêt, dans d'autres agences, il reste juste quelques formalités à remplir pour la mise en route des pèlerins. La préparative a été commencée il y a longtemps, donc on est en phase finale même, parce qu'on est presque fin prêt pour faire partir nos 322 pèlerins en Arabie Saoudite. Donc tous les passeports sont déjà établis, on attend seulement les visas. Bon, à ce qui concerne les préparatifs du Hajj, Dieu merci, où on est là, on est parti loin. Ce qui concerne les préparatifs d'ici, qui concerne les vols, et le logement à Médine, logement à la Mecque, les transports aux lieux saints. Dieu merci, tous ces préparatifs-là a été fait, Inch'Allah, dans les jours à venir, plus proches.
on va appeler le pèlerin. Sans équivoque, filières gouvernementales et agences de voyage vont amorcer le transport des pèlerins vers le lieu saint de l'islam. Autre grand titre de ce journal, direction les salles d'examen où les épreuves écrites du certificat d'aptitude professionnelle CAP donnent le top départ des examens de fin d'année scolaire 2021-2022. Toutes spécialités confondues, ils sont 23 434 candidats inscrits et répartis entre 76 centres à travers le pays. C'est au centre du lycée technique que Madame le ministre a ouvert donc l'enveloppe contenant l'épreuve de comptabilité usuelle, nous précise Fademba Keita. L'ouverture de l'épreuve de comptabilité usuelle dans la salle 9 du centre du lycée technique est un geste transparent. La ministre de l'Éducation nationale et certains membres de son cabinet prouvent ainsi aux candidats inscrits au CAP que les sujets sont bien scellés. Les 23 434 candidats en fin de cycle inscrits cherchent à être des futurs aides comptables, des diplômés en dessin bâtiment, en transmission réseau, machinisme agricole, menuiserie et autres. Occasion pour la première responsable du département de remonter le moral des candidats, de prodiguer des conseils pour un bon déroulement de ce premier examen de l'année académique 2021-2022. Pour l'ensemble du territoire, nous avons 23 434 candidats pour 76 centres et pour 1949 surveillants. Notre bête noire, quand c'est l'approche des examens ou pendant le déroulement des examens, c'est surtout la fraude. Donc les surveillants sont là, ils seront vigilants et c'est un appel que nous lançons à l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les candidats eux-mêmes, et les surveillants, les syndicats. Nous avons eu à rencontrer l'ensemble des partenaires de l'école pour les sensibiliser et qui nous aident à sensibiliser pour éviter la fraude. Et nous souhaitons que ça se passe très bien aussi dans les autres localités pour aujourd'hui. Au centre du lycée technique, aucune irrégularité n'est constatée, affirme le président du centre. Non, pour le moment, on ne constate pas d'irrégularité. Les candidats sont au nombre de 603. Il y a 21 salles, donc 42 surveillants plus 2 suppléants, plus le personnel du responsable du centre. Le début vraiment des examens avec les épreuves écrites. Et pour tout ce qui concerne tous les examens, toutes les dispositions ont été prises, notamment en termes de choix de centre, en termes de choix des surveillants, en termes de choix de toute personne qui doit être impliquée dans les examens, et que ce soit les dispositions financières, matérielles, tout est pris et tout est en place. Madame la ministre en profite pour remercier son collègue de la Défense qui s'est chargé de l'acheminement des matériels des centres à accès difficile. Pour le transport, c'est le lieu également de dire un grand merci au ministère de la Défense qui a bien voulu transporter plus de 4 tonnes de matériel pour les régions du Nord qui ne sont pas accessibles par la route. Auparavant, officiels, enseignants et parents d'élèves, sous la houlette du mouvement pionnier, avaient assisté à la montée des couleurs. C'est pour inculquer davantage l'idée de patriotisme, de notions d'État, de civisme chez les futurs cadres. Sur un tout autre plan, célébration ce 20 juin de la Journée mondiale des réfugiés. Le thème retenu cette année est chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité. Boubacar Babli Touré pour les détails. De nos jours, on compte plus de 100 millions de déplacés forcés à l'échelle mondiale selon les statistiques du HCR, dont 25 millions de réfugiés. Et le Mali, malgré la situation socio-économique et sécuritaire, accueille plus de 53 000 réfugiés. Des informations dévoilées lors de la Journée mondiale du réfugié, célébrée le 20 juin de chaque année. Cette journée est l'occasion de faire un plaidoyer en faveur des réfugiés. Nous sollicitons pour les réfugiés du Mali une sécurité alimentaire au gouvernement, de penser à nous parce que nous sommes ces enfants adoptifs, en nous accordant les statuts par la loi que vous avez créée, nous mettant au même titre que les nationaux, sauf le droit de vote. Nous pensons que nous sommes vos enfants adoptifs. Vif remerciement au gouvernement du Mali et au peuple du Mali pour leur accueil généreux à l'égard des personnes déracinées. Un accueil qui a permis à des dizaines de milliers de réfugiés de s'installer en toute concorde aux côtés de leurs hôtes sœurs et frères maliennes et maliens, ce qui dénote de l'hospitalité légendaire profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles du peuple malien. Le thème retenu pour cette édition est « Chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité ».
un thème qui cadre avec les actions de l'État. La sécurité est à la fois un droit et une condition essentielle pour la stabilité et un développement durable. C'est pourquoi le Mali accorde une attention toute particulière à la sécurité et consent de multiples efforts pour assurer ce droit à toutes les personnes, y compris celles qui ont trouvé refuge sur le territoire malien. Le thème de la Journée mondiale du réfugié nous rappelle notre responsabilité collective à protéger les personnes contraintes de fuir leur domicile. Les femmes et les enfants représentent l'écrasante majorité des personnes déplacées et ceux qui sont les plus à risque de violation de leurs droits fondamentaux. Plusieurs activités ont marqué cette journée dédiée aux réfugiés. Entre autres, la remise symbolique de certificats de nationalité à certains réfugiés, la remise de prix aux meilleurs élèves réfugiés et à certaines femmes qui mènent des activités génératrices de revenus, la visite des stands, un sketch et des prestations d'artistes des communautés centrafricaines et congolaises réfugiées au Mali. Le droit à la survie et au développement, priorité des droits de l'homme dans le Sahel. Le sujet est au centre d'un colloque international de 2 jours qui se tient ici à Bamako. Sorona Kamisoko nous en dit plus. Le Mali est un pays où le droit et la dignité humaine sont respectés. C'est le leitmotiv de tous les discours prononcés lors de la cérémonie d'ouverture de ce colloque sous-régional. Compte tenu de la situation sécuritaire que traversent les pays du Sahel en général et le Mali en particulier, cette rencontre se veut un cadre d'échange entre experts en droit venus des différents pays. Ce séminaire a pour objectif de faciliter une meilleure compréhension des avantages d'une approche axée sur la gouvernance démocratique et le respect des droits de l'homme. La rencontre de Bamako a été possible grâce à l'appui de l'ambassade de la Chine au Mali. L'histoire, le système social et la culture différents de chaque pays lui donnent la possibilité et la nécessité de faire son propre choix des droits de l'homme conformément à ses conditions nationales. La contribution de la Chine, partenaire historique du Mali, a été appréciée par les autorités du pays. Lors de notre passage au Conseil de sécurité des Nations Unies et depuis des années, la position de la Chine vis-à-vis de notre pays a été constante. Elle n'a jamais ménagé son soutien. Je tenais vraiment à remercier l'ambassadeur de Chine pour ça et lui donner l'assurance que le Mali aussi reste solidaire de la Chine, reste solidaire des combats de la Chine, parce que le Mali qui est attaqué aujourd'hui sur les droits de l'homme, la Chine est attaquée de la même façon. Donc vraiment, je crois que nous devons rester des nations solidaires, travailler ensemble pour pouvoir relever ces défis. Votre participation à ce colloque international témoigne de l'intérêt que vous attachez à la problématique liée à la survie et au développement dans les pays du Sahel qui sont à la croisée des chemins. En effet, nous constatons avec beaucoup d'amertume, depuis plusieurs années, que les populations du Sahel font l'objet d'attaques répétitives, terroristes. Dans cette situation, les populations, sous le joug des différents groupes terroristes, sont meurtries par les violations de leurs droits fondamentaux et les restrictions de leurs libertés. Les 2 jours de travaux seront mis à profit par les participants venus du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Chine et le Mali pour débattre des thèmes comme la sécurité, la gouvernance et les droits humains. Le nouvel ambassadeur du Mali au Congo, Agibou Diallo, a présenté ses lettres de créance au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Comme vous allez le constater sur ces images, occasion pour le diplomate de transmettre les salutations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Avant sa nomination à ce poste, le nouvel ambassadeur du Mali au Congo était directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Présentation des lettres de créance au président Denis Sassou Nguesso, du nouvel ambassadeur du Mali au Congo.
Et nous avons ce communiqué. L'ambassade de la République du Mali à Nouakchott porte à la connaissance de la communauté malienne établie en Mauritanie que l'accès sur le territoire mauritanien n'est plus conditionné à une autorisation établie par les autorités compétentes mauritaniennes. L'ambassade du Mali à Nouakchott s'est comptée sur la bonne compréhension de tous. 21e Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali, Achanta Koulibaly nous en parle. Organisé comme toutes les professions libérales, l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali a pour mission d'assumer l'organisation et la représentation professionnelle des ingénieurs conseils auprès des pouvoirs publics. Les membres de l'Ordre se rencontrent à la faveur de la 21e session de leur Assemblée générale afin de faire le point des activités réalisées. Il y avait 6 axes sur lesquels nous avons travaillé. Et compte tenu de la situation, nous avons beaucoup travaillé sur nos relations avec les organisations, les pouvoirs publics et les partenaires du Mali, sur laquelle on s'est accentué par rapport à la loi et puis le siège de l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali. Ce que nous allons faire comme activité phare au cours de l'année, d'ici la fin de l'année, c'est vraiment les journées de l'ingénieur. Les difficultés sont énormes parce qu'il y a déjà la méconnaissance des textes par les différents maîtres d'ouvrage ou les autorités contractantes. Ça, c'est vraiment les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Le budget prévisionnel qu'on avait fait, c'était aux environs de 140 millions. Le ministre en charge des transports qui a présidé la cérémonie d'ouverture dit avoir pris bonne note de certaines doléances du Conseil. J'ai pris note de vos préoccupations et notamment celle relative à la relecture de la loi qui régit la profession d'ingénieur conseil et du financement du siège de l'OICM. Les défis de votre profession sont nombreux et variés. Ils comprennent notamment le renforcement du soutien institutionnel de l'instauration de la synergie de vos actions. Vous devez, pour relever ces défis, être plus solidaire et plus engagé. Le gouvernement, à travers mon département, mettra tout en œuvre pour vous aider à relever les défis. Les participants à cette Assemblée générale examineront plusieurs autres aspects en vue de rendre dynamique le Conseil des ingénieurs. À Nioro du Sahel, remise à l'antenne régionale de l'ERTM d'un important lot de matériel de communication, le reportage de Moussa Diakiti. Cette dotation de la région de Nioro en matériel de communication de dernière génération est la volonté des autorités de la transition à rendre accessibles les médias d'État par tous les fils du pays où qu'ils se trouvent, composés de caméras et accessoires, des bandes de montage, de téléviseurs, d'enregistreurs numériques, d'ordinateurs portables et de matériel de montage, j'en passe. Cette donation vient renforcer les capacités des agents de l'ORTM de la localité en matière de collecte, de traitement et de diffusion des informations et favoriser du coup l'opérationnalisation rapide de la région. Cette action de remise cadre avec la politique du ministère de la Communication à renforcer la capacité des régions du Mali en matière de communication pour assurer la bonne gouvernance. Chez les autorités bénéficiaires, la satisfaction était très grande. Ces matériels viennent à point nommé, car ils permettront de renforcer la visibilité de la région de Nioro et aussi la capacité de la couverture de l'ORTM dans la région de Nioro. Au nom de l'ensemble des populations de Nioro, nous remercions les plus hautes autorités de la transition et les responsables de la communication pour ces actes qui nous honorent tous. La communication est l'arme redoutable, même si elle ne fait pas couler le sang, mais elle peut faire gagner des batailles. En cette période de transition où, à travers certains médias, nous sommes combattus, le seul moyen de contrecarrer cette adversité, c'est d'avoir une bonne communication.
Faisons ensemble le point Covid de ce 20 juin 2022. 3 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. 12 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Ce qui nous amène directement à Focus Santé de ce soir. Nous allons rendre hommage à toute la chaîne qui s'occupe des malades de la drépanocytose. La maladie est transmise à l'enfant par les 2 parents. Au Mali, plus de 5000 cas sont déclarés chaque année. Quels sont les risques de transmission? Quelle prise en charge pour les malades ou encore peut-on en guérir? Des questions qui seront répondues par Barakissa Ouattara. Il faut d'ailleurs noter que le 19 juin est consacré chaque année à la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. En Afrique, sa lutte occupe le 4e rang des priorités en matière de santé publique mondiale après le cancer, le sida et le paludisme. Suivons ensemble. Fatoumata Togola a la forme SC de la drépanocytose. Les crises et douleurs font partie de ses quotidiens depuis qu'elle était toute petite. En réalité, chaque matin, on se réveille avec des douleurs. On arrive à tenir, ça dépendra de comment est-ce qu'elle va évoluer au cours de la journée. Des fois, on peut avoir mal à la jambe, ça peut être les bras, ça peut être la poitrine, ça peut être le ventre. Et le pire des cas, c'est quand c'est tout le corps. Cela peut arriver de la tête aux pieds, on peut avoir mal partout. Aujourd'hui, mère de 3 enfants, c'est son dernier qui est atteint par la maladie et les 2 autres sont porteurs du gène, d'où la nécessité de souligner toute l'importance d'un suivi régulier chez la femme drépanocytaire en état de grossesse. Moi, contrairement aux autres drépanocytaires, je fais moins de problèmes pendant la grossesse parce qu'on nous demande ici au centre de faire le suivi avec le centre et ceux qui s'occupent de la grossesse, la gynécologie. Donc lorsque c'est fait ensemble, à travers le patient et la patiente, ils vont communiquer et ça permet d'éviter beaucoup de choses. Mais j'ai eu à avoir 2 césariennes programmées pour éviter des complications parce que la drépanocytose n'est pas que douleur, il y a des complications aussi qui peuvent survenir. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire, mais selon les spécialistes, chacun des parents doit transmettre le gène à l'enfant pour que la maladie se déclare chez ce dernier. Ainsi, lorsqu'un couple comporte un porteur sain et un malade, il y a moins de risques. Donc même si on est drépanocytaire, la femme elle est drépanocytaire, si son mari est normal, l'enfant ne sera pas malade. Donc il faut que ce soit les 2 parents. Okay? Donc tant que la maladie, le gène de la maladie n'est pas chez les 2 parents, l'enfant ne sera pas malade. On comprend alors par rapport à cette maladie qu'il y a des porteurs sains qui n'ont aucune manifestation et des malades qu'on appelle les drépanocytaires. Et dans ce groupe, il y a ce qu'on appelle les drépanocytaires homozygotes SS, parce que la drépanocytose est liée à la présence de cette hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S. Donc il y a ce qu'on appelle les porteurs sains, qui sont AS, donc ils ont l'hémoglobine normale, qui est l'hémoglobine A, et ils ont de l'hémoglobine anormale, qu'on appelle l'hémoglobine S. Mais chez eux, l'hémoglobine normale est supérieure à l'hémoglobine anormale, ce qui fait qu'ils n'ont aucune manifestation, mais ils peuvent transmettre la maladie. Et maintenant, après, il y a ceux qui sont malades. Donc, il y a ceux qui ont l'anomalie en double, qu'on appelle les SS. Il y a ceux qui ont l'hémoglobine S associée à une autre hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine C, qu'on appelle SC. Et il y a l'hémoglobine S associée à une autre anomalie de l'hémoglobine aussi qu'on appelle la thalassémie. Au dire du médecin, 12% des Maliens sont porteurs du gène de la drépanocytose, donc susceptibles de transmettre la maladie à leurs enfants. Et 5 000 à 6 000 enfants naissent chaque année avec la maladie. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, lui, reçoit 1 000 à 1 500 drépanocytaires par an. Et donc, dans le cas de la consultation, les malades sont vus régulièrement, tous les 4 ou tous les 6 mois, avec une visite avec le médecin, avec des prises de sang pour voir leur niveau de sang et les médicaments qui sont donnés. Et tout ça dans le cadre d'un forfait où le malade il paye 40% et les 60% des frais sont pris en charge par l'État. Si pendant longtemps l'espérance de vie des drépanocytaires était réduite, tel n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le drépanocytaire, lorsqu'il est diagnostiqué très tôt et qu'il est pris en charge de façon correcte et qu'il respecte les règles qui sont édictées et que les médicaments sont pris correctement, il a une espérance de vie proche de celui d'un chirurgien normal. Okay? Mais malheureusement, lorsque le malade n'est pas pris en charge,
ou qu'il n'est pas se retrouve dans un endroit où on ne peut pas assurer sa prise en charge du fait des infections ou des crises à répétition ou de l'anémie. Il peut être décédé à l'occasion d'une de ces crises ou d'un épisode d'anémie important ou au cours d'une infection. La drépanocytose joue non seulement sur la vie du patient de l'enfance à l'âge adulte, mais touche également tous les aspects de sa vie. Les femmes drépanocytaires souffrent beaucoup parce que c'est une maladie qui n'est pas comprise par la famille. Le mari peut ne pas comprendre, les beaux-parents peuvent ne pas comprendre, les parents, la famille aussi peut ne pas comprendre parce qu'on va trouver que la personne n'est pas reçue. Il y a des choses qu'elle ne veut pas faire et qu'elle veut cacher ça derrière la maladie, alors que ce n'est pas le cas. Tout ce qui peut déclencher la crise, il doit l'éviter. Donc, ce qui veut dire qu'il y a ce qui peut déclencher les crises, ça c'est le froid. Ensuite, ce qu'on appelle la déshydratation, donc le manque d'eau dans le corps. Les efforts physiques importants. Et il y a aussi un élément important, le stress. Et aussi tout ce qui peut entraîner un ralentissement de la circulation. Donc le fait de porter des habits trop serrés, le fait de rester dans la même position pendant longtemps et tout ce qui peut entraîner aussi une diminution de la concentration d'oxygène, donc le fait de rester dans des endroits mal aérés. La drépanocytose se soigne mais ne se guérit pas. Le seul moyen de déjouer la maladie est le dépistage avant de se mettre en couple. Cela afin d'éviter un mariage entre deux porteurs de gènes qui feront sans aucun doute des enfants malades. Merci pour tous ces détails, Barakissa Ouattara. Je vous rappelle que le chef du gouvernement a reçu les représentants de la communauté Mianka. Ces derniers ont fait part des préoccupations relatives à la sécurité, à la situation scolaire et à l'état des routes. Ils ont par ailleurs salué les actions du gouvernement et encouragent les autorités de la transition. Le reportage de Aoulou Seynou Touré dans nos éditions de demain. Nous sommes de cœur avec les populations de Badjangara. Que Dieu préserve le Mali. Je vous dis à demain. Bonsoir.